Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Arthur Rivière. Arthur qui est en direct de Bali. Il est actuellement 16h12 chez lui, 10h chez nous, en France, en Suisse, en Belgique et en Europe. Arthur, j'avais envie de l'interviewer parce que lui aussi a un parcours atypique. À la base, il n'était pas destiné à devenir entrepreneur, encore moins à succès, assez réfractaire au système scolaire traditionnel. Au bout d'un certain temps, il cherche des solutions alternatives, comme bon nombre d'entre nous peut-être. On a tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Il a découvert le e-commerce, le dropshipping. Il s'est associé avec son frère. Ils ont créé une agence. Et pour justement créer cette agence, ils se sont dit on doit se former. Ils ont rejoint donc fin 2018 le consultant.fr, donc aujourd'hui entrepreneur.com, appliqué le programme. Depuis, c'est plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires généré. Ils ont pu devenir nomades digital. Ils gèrent leur agence depuis Bali et à travers le monde lorsqu'ils se déplacent. Et ils arrivent à donner du résultat à leurs clients qui sont essentiellement des sites de e-commerce ou de dropshipping. Voilà, j'ai posé le cadre par rapport à ça. J'imagine que cette interview va être, comme toutes les autres, extrêmement inspirante où de nombreuses clés et pépites vont vous être partagées. Avant toute chose, donc, likez cette vidéo. Posez-nous toutes vos questions en commentaire car Arthur viendra lire les commentaires et moi-même je lirai chacun de vos commentaires personnellement. Et également, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Arthur, merci d'être là. Merci de m'offrir un petit peu de ton temps à moi et à toute notre audience. Et est-ce que tu peux te présenter davantage pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, merci Alec. Je m'appelle donc Arthur Rivière, comme tu l'as dit. J'ai 25 ans aujourd'hui. Je vis depuis janvier à Bali et je suis le cofondateur du coup de la Jungle Agency avec mon frère, comme tu l'as expliqué, qui est donc une agence qui accompagne les e-commerçants dans la mise en place d'un système complet d'acquisition et également dans l'optimisation de leur tunnel de conversion afin de leur apporter un maximum de résultats depuis maintenant début 2018. Superbe. Et justement, comment tu en es venu à devenir entrepreneur parce qu'à chaque fois, tu vois, les gens qui viennent sur la chaîne arrivent avec des résultats. Ils arrivent déjà avec un parcours, ils arrivent déjà avec un business, une entreprise, une structure, des clients, plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a un commencement, il y a un début. Quel a été ton commencement? Quel a été ton début? Ou quel a été l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui tu en es là? Je dirais que ça a toujours, entre guillemets, sommeillé au fond de moi. J'ai toujours su que je voulais pas je voulais pas suivre un chemin classique. D'être salarié, ça m'a jamais attiré. Je me suis jamais vu devenir salarié dans une grande entreprise ou des choses comme ça. Ça m'a vraiment jamais attiré, voire même ça m'a repoussé au point que j'avais vraiment du mal à rentrer dans les cases du système classique. Et, euh, et le jour en fait où je me baladais sur Internet, sur Facebook, et je suis tombé sur une publicité à l'époque qui parlait du dropshipping et également du mode de vie que j'ai aujourd'hui, donc à savoir dropshipping et digital nomade. Hmm. Ça m'a tout de suite parlé, en fait, ça a résonné en moi. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose de possible. Tu peux le faire, tu as les compétences, tu es assez habile avec l'ordinateur, tu comprends assez bien les gens, donc essaye, au pire, ça te coûte rien. Et à cette époque-là, je cherchais comment justement je pouvais investir un petit emprunt de 3000 euros que j'avais fait. Et je commençais déjà à me poser des questions, à me dire mais comment est-ce que je peux faire en sorte d'utiliser cet argent pour en générer un petit peu plus, pour que ce soit pas juste un simple crédit à la consommation et que je me retrouve avec une dette pour rembourser une dette ou des choses comme ça. Et donc, on va dire que c'est vraiment parti du dropshipping au départ. D'accord, d'accord. Donc, en gros, si on pose le cadre, tu étais étudiant ou en tout cas, tu étais dans ce cadre, justement, dans ce schéma où tu ne savais pas trop te positionner, tu savais que le schéma traditionnel ne te plaisait pas, tu avais fait un crédit à la consommation pour pouvoir investir dans un business et te lancer pleinement de 3000 euros et tu voulais juste les placer, les investir au bon endroit pour pouvoir atteindre un certain niveau de résultat, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ok. Et là, du coup, on vient à une question parce que c'est super intéressant dans le sens où la plupart des gens déjà, même sans avoir de crédit et en pouvant disposer d'un certain capital propre, n'osent pas pour certains se lancer et développer leur activité. Toi, en l'occurrence, tu n'avais ni forcément de compétences spécifiques, hormis un certain attrait, on va dire, avec l'informatique. Tu n'avais pas les fonds, mais tu as fait un prêt à la consommation et tu n'avais aucune garantie et certitude que tu allais y arriver et pourtant tu t'es quand même lancé. Qu'est-ce qui a fait que toi, plus que d'autres par exemple, quel a été le schéma et le chemin dans ton état d'esprit qui a fait que tu t'es dit je veux le faire?
Je dirais que je me suis toujours senti un peu différent de ce qui était, on va dire, dans les normes, si on peut considérer ça comme des normes. Et quand j'ai eu cette opportunité-là, en fait, je me suis pas du tout posé de questions. Hmm. Je suis directement passé à l'action. Et en fait, ce moment où j'aurais pu justement douter, il a été effacé, entre guillemets, par l'action qui a été directement mise en place. Et ça m'a empêché de réfléchir. En fait, on va dire que les doutes sont presque venus après, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je maîtrise ce que je fais, tout ça. C'est vrai qu'au démarrage, en fait, j'avais pas de doute parce que j'avais rien à perdre. Entre guillemets, j'étais en études, mais j'étais en alternance également. Donc je me disais, dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose de cet argent-là. Euh, Let's go, parce que c'est pas en regardant des vidéos ou autres que ça va fonctionner. Donc je me suis lancé directement sans formation, sans rien. Et ça a directement fonctionné, en fait. D'accord, donc tu te lances sans formation dans le domaine du dropshipping e-commerce. Quels ont été tes résultats? En combien de temps? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi, quand est-ce que tu t'es dit, waouh, j'ai des compétences, il serait peut-être temps de les monétiser et qu'ensuite, du coup, tu nous as rejoints et pourquoi aussi tu nous as rejoints? Mais déjà, avant ça, en combien de temps tu as eu ces résultats et à partir de quand on se dit, ok, je suis légitime à maintenant moi aussi monétiser mes compétences. Ouais, complètement. En fait, au début, ça a pris, comme je te disais, ça a pris directement. Donc, c'est-à-dire qu'on est directement tombé sur un produit qui fonctionnait avec une audience qui était assez large, mais qui n'était pas hyper extensive non plus. On était dans le domaine de la pêche à l'époque et Mhm. rapidement devenu la boutique numéro un de pêche en dropshipping qui existait. Et on est monté à 250 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 6 à 8 mois, je dirais. Et on a D'accord. eu une chute derrière parce qu'on avait on a eu une gestion de notre croissance qui était basée sur le peu d'expérience qu'on avait. On avait essayé de se créer un réseau d'entrepreneurs à succès également dans ce domaine-là pour être guidés, pour prendre de meilleures décisions. Mais on a vraiment appris sur le tas en faisant des erreurs. On a fait des erreurs de gestion de trésorerie, considérer l'argent de l'entreprise comme étant mon argent. Et c'est tout ça en fait qui a fait que on a appris beaucoup. On a beaucoup plus appris que gagné au final sur ces 250 000 euros. Et au bout d'un moment, je pense qu'on en a eu marre un petit peu du business model du moins de la vision qu'on avait de ce business model à l'époque, à savoir qu'en fait, on utilisait encore à 95% AliExpress, sauf pour les produits qu'on allait vraiment envoyer en gros volume. Et on se rendait compte que la satisfaction client n'était pas au rendez-vous, que la qualité des produits était bonne, mais pas suffisante pour faire quelque chose de stable sur le long terme. Il y avait également un aspect fiscal en France. On venait tout juste de créer une société, on s'est rendu compte en faisant des calculs avec des experts comptables que malheureusement, pour atteindre les seuils de rentabilité qu'on souhaitait atteindre, il fallait qu'on bosse 2, 3 ans avec le budget qu'on s'était créé et les stratégies qu'on souhaitait mettre en place. Et, euh, et on n'avait pas justement ce temps d'attendre 2, 3 ans, enfin du moins j'avais pas envie d'attendre 3 ans pour commencer à réussir et à pouvoir sortir la tête de l'eau. On n'avait pas envie d'emprunter de l'argent non plus à ce moment-là. Et donc on s'est dit, bah, on a des compétences, elles ont été prouvées sur une boutique, puis on a dupliqué sur d'autres. Donc en tout, on a dû arriver à entre 350 et 370 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping à l'époque. Et on s'est dit, ben, en fait, il y a tellement de e-commerçants qui ont de très bonnes offres, de très bons Mhm. produits, avec des délais de livraison intéressants, de la satisfaction qui est au rendez-vous, mais qui sont totalement incapables en fait de comprendre comment monétiser cette offre, de comment la diffuser, de comment la faire acheter, de comment la faire racheter. Et c'est tous les systèmes en fait qu'on avait appris, qu'on essaie aujourd'hui de mettre en place chez nos clients avec beaucoup plus d'expérience maintenant, que ça fait à peu près 2 ans qu'on est dans ce schéma d'agence et qui nous permet d'apporter du résultat à nos clients. Ok, je vois. Et donc par rapport à ça, c'est presque 400 000 euros de chiffre d'affaires généré. Il y a eu donc du chiffre d'affaires, il y a eu peu de marge vraisemblablement, ou tout du moins de la marge brute, mais au final, dans la marge nette, vous vous êtes rendu compte que, compte tenu des circonstances et de vos objectifs, c'était pas forcément le business model le plus adapté. Et là, vous vous dites, il faut qu'on trouve un business plus profitable, plus rentable, plus durable, avec lequel peut-être vous êtes plus aligné également. Et donc, vous souhaitez monétiser vos compétences et créer une agence, donc Jungle Agency à l'heure actuelle. Et du coup, comment ça se passe? Quel est le déclic? Et aussi, pourquoi est-ce que cette fois, plutôt que de vous lancer
sans structure, sans formation, vous dites je vais aller me former, j'ai envie d'utiliser une voie rapide pour avoir des résultats. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est que lors de ces 2 années de dropshipping, on a évolué. Au départ, on s'est lancé sans formation, mais au fur et à mesure, on a commencé à se former, à se faire accompagner sur différentes expertises. Et c'est là où on s'est rendu compte en fait de l'impact en fait direct sur notre façon de faire. Parfois, 1 heure d'appel avec une personne changeait complètement les perspectives d'évolution de l'entreprise. Hmm. C'est tout ça en fait dont on a pris conscience lors de ces 2 années et on en est venu au déclic de vendre nos prestations parce que ça nous semblait vraiment être quelque chose justement avec lequel on était aligné, d'apporter du résultat à nos clients, de diffuser également de bonnes offres auprès de leur audience cible. C'est tout ça en fait qui nous plaisait et c'était vraiment la partie marketing publicitaire de psychologique, j'ai envie de dire, de faire passer quelqu'un d'un inconnu qui ne connaît absolument pas une marque ou un produit ou qui n'a absolument pas conscience des problématiques auxquelles peut répondre ce produit, jusqu'à étant un acheteur, voire un acheteur fidèle. Et Hmm. c'est ça qui nous intéressait au travers d'un ordinateur de pouvoir faire tout ça. Et donc, on a décidé de monétiser ces compétences en fin 2018, ouais, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, on est tombé sur l'une des publicités du consultant qui tournait. On a regardé le webinaire. Ça a complètement fait sens et on s'est dit, bon, bah, allez, on se lance, quoi. Ok. Et donc, tu te lances, tu prends la décision d'investir en toi. Et déjà, bravo pour ça, parce que du coup, tu passes une step dans ton parcours entrepreneurial. Les résultats sont vraisemblablement omniprésents. Aujourd'hui, tu peux faire ce dont tu as envie de faire, être nomade digital. Tu développes ton agence à l'international également. J'imagine toujours avec ton frère. Et du coup, par rapport à ça, concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place? Comment ça se passe une fois qu'on rentre dans ce programme, dans votre parcours entrepreneurial? Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui vont rentrer dans une formation et qui vont voir ça comme une grande bibliothèque, un peu à l'image de Netflix, et consommer le contenu. Il y a ceux qui vont pas du tout consommer le contenu, s'orienter plus vers l'accompagnement et les coachings et appliquer. Et il y a ceux qui vont vraiment être autodidactes, appliquer, foncer, utiliser pleinement le potentiel de tout ça et avoir rapidement des résultats. L'idée, c'est de se dire, vous, comment ça s'est passé, cette période de transformation au final, et quelles ont été les actions concrètes que vous avez pu mettre en place progressivement pour atteindre ce type de résultat aujourd'hui? Complètement. En fait, je dirais qu'on l'a eu un petit peu en 2 temps, la formation. C'est-à-dire que quand on s'est lancé au niveau de l'agence, on suivait, on va dire, on suivait les modules, on appliquait, on suivait les modules, on appliquait. On n'a pas pleinement profité des accompagnements hebdomadaires parce qu'on était complètement dans l'action, dans l'action, dans l'action, et on se disait, bah, à chaque fois, ça tombait pas au bon moment ou quoi. Et puis, bah, au fur et à mesure, on a pris cette habitude de ne pas venir. Mais à chaque fois qu'on y allait, on se rendait compte que bah, finalement, ça faisait sens, que quand on avait une grosse problématique à laquelle on était confronté, on se disait, bah, au moins, on peut compter là-dessus, venir présenter notre problématique, trouver des réponses et repartir avec un plan d'action, tout simplement. Et je dirais qu'on l'a utilisé en 2 temps, dans le sens où, au lancement de l'agence, on n'a pas su pleinement tirer profit de la connaissance qu'on avait euh, apprise au travers du consultant, et que Hmm. c'est quand on a commencé à restructurer notre agence, parce qu'au départ, en fait, on était 4, donc avec 2 autres associés, donc une association de 4 amis, c'était assez complexe à gérer en termes d'organisation, de structuration, surtout pour une première expérience entrepreneuriale dans la vente de services. Et donc, Hmm. fin 2019, on s'est retrouvé à 2 avec mon frère. Et c'est à partir de là, j'ai envie de dire, où vraiment ça a commencé à faire sens. On a repris les bases, en fait. On s'est recentré sur la création d'une offre, la définition d'une cible et la façon dont on allait vendre cette prestation en étant sûr qu'elle soit le plus duplicable possible et qu'elle apporte un maximum de résultats à nos clients. Ok, ok, je vois. Et ensuite, du coup, comment est-ce que vous avez trouvé votre premier client? Parce que c'est souvent le premier client le plus compliqué. Donc, vous avez de la clarté, vous mettez en place les choses, c'est progressif, etc. On fait des allers-retours, des va-et-vient, on se pose des questions. Comment vous avez trouvé votre tout premier client? Et puis ensuite, on viendra sur un point qui est très intéressant, c'est que tu m'as dit que vous avez démarré, vous étiez 4, aujourd'hui vous êtes 2. On va voir
pourquoi est-ce que vous avez démarré à 4, pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus que 2 et comment bien choisir entre guillemets ses associés, car une association c'est aussi, voire plus des fois, puissant qu'un mariage. Et il faut bien choisir, il faut bien faire les choses. Et quand il s'agit de se séparer dans une association, c'est même des fois plus compliqué qu'un divorce. Donc, on va pouvoir en parler. Complètement. Donc en fait, notre premier client, on l'a trouvé par le réseau qu'on avait en local. Ok. On a eu de la chance, en fait, on a directement travaillé avec une très grosse banque sur la gestion de leur campagne publicitaire. À l'époque, c'était sur Google, donc ils souhaitaient mettre en place des produits avec des offres ponctuelles. Et donc on a eu la chance de démarrer avec ce client-là qui nous a directement donné des budgets intéressants, des rémunérations intéressantes. Et du coup, je dirais qu'on l'a acquis par nous-mêmes dans le sens où on a fait la démarche d'aller présenter une offre, etc. à ce client-là. On a réussi à le convaincre de notre sérieux et de notre expertise. Euh, mais c'était une personne de mon réseau personnel, donc quand on a commencé à échanger, je lui ai dit, bah voilà, on se lance dans la prestation de service. Elle m'a dit, bah voilà, moi je suis responsable marketing de cette banque-là sur toute cette région-là. Et c'est parti de là, en fait, tout simplement par le réseau. D'accord, ok. C'est drôle parce que souvent, le premier client qui te permet d'avoir ce déclic et de te dire j'en suis capable, c'est possible et j'encaisse, c'est souvent le réseau, souvent quelqu'un de notre entourage ou tu vois, moi par exemple, c'était le gérant de ma salle de sport et réseau, un ancien pote, etc. On se connaît, facteur confiance, hop, tu lui donnes des résultats et c'est super. Et justement, donc si on revient à ça, ensuite, pour continuer l'histoire de l'acquisition client, comment s'est passé les autres clients? Est-ce que c'était autre chose que du réseau? Est-ce que c'était de la recommandation? Ou est-ce que ce gain de confiance en disant on est capable t'a permis d'aller chercher à l'extérieur? Car j'imagine aujourd'hui, voilà, ça fait, on est actuellement, nous sommes en juin, le 26 juin 2020 quand on tourne cette interview. C'était fin 2018, donc ça fait 1 an et demi aujourd'hui. Dans quelques mois, ça fera du coup, dans 6 mois par là, ça fera du coup 2 ans. Donc au bout de 2 ans, j'imagine, tu en as vu passer des clients, tu en as vu passer des mandats. Aujourd'hui, tu en as pas mal. Comment tu acquiers tes clients aujourd'hui et dans quelle dynamique tu vois évoluer ton business? Alors, en fait, au début de notre agence, on était vraiment, on a vraiment essayé beaucoup de choses. Donc, on a pris le téléphone, on a passé des centaines et des centaines d'appels Ok. avec parfois peu de résultats. On a dû avoir, je crois, à l'époque, deux, trois clients grâce à notre prospection téléphonique. Et sinon, la majorité, c'était vraiment du réseau. Donc, moi, je me déplaçais dans certains endroits où je rencontrais des personnes. Et c'est vraiment ce qui a été le plus puissant aujourd'hui. Ok. Vecteur d'acquisition, c'est vraiment le réseau que j'ai réussi à me créer, à développer et à entretenir, qui m'a permis et qui nous permet encore aujourd'hui d'acquérir de nouveaux clients. Et du coup, après, le bouche à oreille a fait que ce réseau s'est développé petit à petit et a apporté également de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment les deux canaux d'acquisition qu'on a aujourd'hui, euh, donc le bouche à oreille et le réseau. Et on est en train justement, pour faire accélérer la croissance de notre agence, de mettre en place un système d'acquisition sur Facebook, donc tout simplement utiliser nos compétences parce qu'on ne l'a toujours pas fait depuis 1 an et demi pour acquérir du client. Hmm. Et on met en place du coup un système de réservation d'appel avec une VSL sur la présentation de notre système d'acquisition en e-commerce et de comment est-ce que ça peut fonctionner pour ses clients. D'accord, je vois. Je vois. Et ce système d'acquisition, justement, parce que la plupart des gens, tu vois, ils sont dans le fantasme lorsqu'ils démarrent, de mettre en place un système d'acquisition rapidement, de mettre en place une VSL, de faire de la publicité, d'acquérir rapidement de la visibilité des clients. On est d'accord, vous le mettez en place parce que ça fait 1 an et demi que vous évoluez là-dedans et vous avez du coup des antécédents, de la data. Concrètement, vous savez également comment est-ce que vous pouvez donner du résultat à vos clients et combien vaut un client. Donc ça, c'est important de poser le cadre. Vous, au bout de combien de temps vous vous êtes dit, nous sommes en mesure de mettre en place un système d'acquisition et de conversion pour rester profitable et développer l'activité sereinement? Je dirais que ça fait vraiment 3 mois. En fait, les 3 premiers mois de l'année, je me suis vraiment concentré sur l'optimisation de l'offre, donc comment rajouter des briques à notre offre pour faire monter en valeur perçue et également faire monter les résultats qu'on puisse apporter à nos clients et la rendre le plus duplicable possible pour l'ensemble de nos clients et de nos futurs clients. Ok. Et quand j'ai eu le sentiment que cette offre, elle était, donc elle est pas, elle est
toujours imparfaite. Je continue de l'optimiser tous les jours, d'améliorer nos phases d'onboarding, de diagnostic, de mise en place de stratégie. Mais ça m'a vraiment fait prendre conscience que ça y est, on a quelque chose qu'on peut vendre, une forme de package qui peut correspondre à beaucoup de e-commerçants. À partir du moment où j'ai commencé à le vendre à 1, 2, 3, 4, je me suis dit, OK, ça plaît, ça fonctionne. Comment est-ce que je peux augmenter la valeur? Donc, on a sorti une formation pour nos clients, pour les aider sur le domaine du e-commerce, sur la maîtrise de leur croissance, la maîtrise de leurs chiffres, l'impact de notre agence sur leur croissance. Enfin, on essaie vraiment de créer un package le plus complet possible qui permette à nos clients de mieux comprendre leur métier, de mieux comprendre le nôtre et de mieux gérer leur croissance et également d'avoir, on va dire, l'état d'esprit que nous, on souhaite en fait que nos clients aient, parce qu'ils sont pas toujours dans le bon mindset, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on a des clients qui sont pas toujours dans cet état d'esprit d'aller chercher vraiment de la performance ou qui sont un peu perdus, qui savent pas par quel bout commencer. Et on essaie un peu d'éduquer nos clients pour qu'ils se rapprochent le plus possible de notre client idéal quand c'est pas forcément le cas. D'accord, d'accord, ok. Ok, très intéressant. Énormément de valeurs partagées là déjà dans cet échange. Merci à toi pour cette générosité auprès de l'audience. Un autre point, du coup, tu me dis que vous avez démarré, vous étiez quatre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, du coup, pourquoi vous étiez quatre, qui étaient ces deux personnes, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais est-ce que c'était des amis, enfin, donc, comment est-ce qu'on fait justement quand on se lance, comme c'était le cas pour toi et ton frère, pour choisir ses associés et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus que deux et comment cette séparation s'est faite? Est-ce que c'était en douceur et on se fait une tape sur l'épaule, on est bons copains, ou est-ce que c'était dans la douleur et c'est compliqué? Ça m'intéresserait parce que beaucoup de gens, quand ils se lancent, n'osent pas justement s'associer. Alors que moi aujourd'hui, sur toutes les entreprises dans lesquelles je suis, sauf quelques-unes, mais c'est très particulier, je suis associé, soit avec Amine, mon associé historique avec lequel on développe notre groupe, ou soit avec d'autres associés spécifiques dans des domaines comme par exemple l'expertise comptable, l'immobilier, etc. Et clairement, j'ai pleinement conscience que ce soit sans mes associés, sans des partenaires ou sans nos collaborateurs, aussi géniaux et extraordinaires soient-ils, nous n'aurions pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis convaincu que l'association, ça peut être profitable, mais ça peut aussi être un poids, une enclume et un réel ralentisseur pour les entrepreneurs ambitieux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, si tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus, ça pourra donner beaucoup de valeur à ceux qui nous regardent. Complètement. En fait, comme je t'expliquais, en fin 2018, on était toujours dans l'optique de continuer le e-commerce, de se développer dans ce sens-là. Et on a fait le choix du coup de prendre des bureaux. Et donc, dans ces bureaux, on était du coup mon frère et moi et deux amis. Donc, un avec qui on faisait du e-commerce. Donc, on était trois sur la partie e-commerce qui s'occupait de toute la partie Google, YouTube Ads. Et on avait également un autre ami qui lui avait son activité en parallèle de la nôtre, également dans l'e-commerce. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas louer un bureau tous les quatre, étant donné qu'on est tous dans le e-commerce, ça peut avoir du sens, on pourra se partager de la valeur. On sentait bien le truc. Et donc, on a pris des bureaux et le jour où on a commencé à vouloir. Donc, on était trois à la base dans l'agence. Et quand on a commencé à vouloir créer du coup cet écosystème, on s'est retrouvé à en discuter tous les quatre et on s'est dit pourquoi pas s'associer. Toi, tu as des compétences là-dedans, toi, tu as des compétences là-dedans. Si on fait un mix de nos quatre compétences, enfin de nos quatre, ouais, c'est exactement ça, de nos quatre compétences, ça peut faire quelque chose de beau. Et donc, on a fait le choix de s'associer. C'était tous des amis. J'avais un autre ami avec qui j'avais fait des études. Et donc, on a démarré comme ça. Donc, c'était plus dur de démarrer à quatre parce que du coup, il fallait trouver une organisation, trouver les rôles de chacun. C'était tout ça qui était compliqué. Il y avait une partie management qui était très complexe, étant donné qu'on était tous très bons amis. C'était compliqué de dissocier, on va dire, le personnel du professionnel. Et on avait tous des ambitions un peu différentes, avec des niveaux d'expertise différents. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme on voulait. Et les deux séparations se sont très, très bien passées. La première, en fait, ça a été que du coup, on était quatre. Donc, pour simplifier la chose, mon frère s'occupait de la partie visuelle, design, création de site. Moi, je m'occupais de la partie Facebook Ads et acquisition de clients de temps en temps.
pour l'agence. On avait un ami qui s'occupait, lui, de la partie commerciale et un dernier ami qui lui s'occupait de la partie Google, YouTube Ads. Et donc, dans l'idée, c'était sympa, sauf que on avait du mal à définir déjà dans un premier temps les parts de l'entreprise, donc comment est-ce qu'on allait structurer, parce que la société était encore au nom de mon frère et moi, et on avait l'objectif en fait de créer du coup, de les faire entrer au capital de l'entreprise. Et donc, dans l'idée au départ, on se disait tout est beau, tout est rose, on fait du 25-25 partout. Et puis, au fur et à mesure que le temps est passé, il y a eu des différences en termes d'apport, en termes de volume d'affaires ou bien de temps passé. D'implication. Exactement tout ça. Et ça a commencé, je pense, à créer de la frustration chez certains, moi également. Et en fait, on commençait à sentir que ça ne pouvait pas fonctionner comme on l'avait imaginé au départ, dans la situation actuelle des choses. Et donc, la personne qui s'occupait de la partie commerciale a pris conscience, en fait, elle nous a dit, moi, je ne me sens pas légitime de prendre 25%, alors que c'est un travail de commercial qui peut être tout simplement délégué ou des choses comme ça. Et donc, il a fait le choix de se lancer lui tout seul de son côté. Donc, ça s'est très bien fait, ça s'est très bien passé. Il était toujours avec nous dans les bureaux, mais avec une activité différente. Et, et du coup, on a eu une année 2019 qui était compliquée sur la fin d'année. En fait, on a eu un gros litige avec un client qui nous a mis un impayé de quasiment 15 000 euros. Et donc, ça nous a vraiment mis dans le dur, autant financièrement, parce qu'on avait tout un prévisionnel qui était basé sur les futurs versements de ce client-là, et psychologiquement, parce qu'on se sentait avoir bossé pour rien pendant des mois, quoi. Enfin, si ce n'est pour l'expérience et pour l'apprentissage. Et donc, ça nous a vraiment tous un peu plombé le moral, et on était du coup plus que trois à ce moment-là. Et du coup, mon ami a décidé, enfin, s'est rendu compte que c'était pas ça qu'il voulait faire à ce moment-là, et il a donc décidé, enfin, on a décidé communément en fait de casser en fait cette association, et du coup de revenir, mon frère et moi, à l'idée de base. Et en fait, depuis cette séparation, l'agence a vraiment, enfin déjà, c'est beaucoup plus clair en fait dans ma tête en termes de croissance, parce que j'ai plus ces blocages de me dire il ne faut pas que j'en fasse plus que les autres parce qu'on est à 25-25 ou de choses comme ça. Et donc ça a vraiment débloqué pas mal de choses et accéléré largement la croissance de l'agence. Génial. Et super, merci pour ce partage à nouveau. Donc, si on résume, association sur base d'une part d'affinité car c'était des amis et d'autre part de compétences complémentaires qui faisaient sens parce qu'on se dit lui il est bon dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine et lui dans le commercial, donc ça peut matcher. Et au final, l'expérience nous apprend que lorsqu'il n'y a pas complémentarité également, non pas que dans les compétences ou dans l'affinité, mais dans l'implication et dans l'apport de valeur, eh bien naturellement, il y a une dissonance et donc on doit réaligner les choses car ce n'est pas cohérent de continuer. Et c'est la vérité, c'est tout à fait vrai et c'est quelque chose qu'on apprend souvent avec l'expérience sur le tard. Et c'est intéressant justement que tu nous fasses part de ce retour d'expérience et je t'en remercie. Aujourd'hui, du coup, tu as la chance de pouvoir vivre à Bali, ou tout du moins là actuellement tu es à Bali. Donc c'est quoi? C'est à 20-30 heures de la France, de chez toi, en avion. Voilà, il y a un petit décalage horaire de 6 heures également. Tu as du soleil, il fait beau, c'est chouette. Comment justement aujourd'hui le business évolue? Comment tu gères ce décalage horaire? Quels sont vos résultats mensuels? Combien de clients vous arrivez à gérer, ton frère et toi, en même temps? Comment ça se passe? Dis-moi en plus à propos de ta situation actuelle et de ton quotidien d'entrepreneur. Alors aujourd'hui à Bali, en fait, on va dire que ce voyage a vraiment été révélateur dans le sens où je me suis vraiment senti dans un écosystème. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bali, il y a beaucoup de nomades digitaux, donc de gens qui ont des business en ligne également, qui travaillent à distance également. Et donc, j'avais dans la ville où j'habitais en France, donc j'habitais à côté de Rennes, dans l'Ouest, et j'avais plus de réseau en fait d'entrepreneurs qui avaient des ambitions similaires, et donc je fréquentais uniquement des gens que j'inspirais ou des amis, et donc ça me freinait dans mon développement, on va dire, personnel. Et d'arriver à Bali, ça a vraiment été un déclic dans ce sens-là, étant donné qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le même état d'esprit, qui ont des dynamiques, des chiffres d'affaires parfois impressionnants, et qui partagent comme ça gratuitement. Et donc c'est vraiment
ça a vraiment été révélateur. Aujourd'hui, on va dire qu'on a un chiffre d'affaires qui est assez variable. Donc, on est entre 10 et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires stable. Et on a potentiellement dans les mois prochains une bonne évolution en perspective. On a aujourd'hui 9 clients actuellement qui sont gérés directement dans l'agence. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir recruter pour accueillir plus de clients pour justement se libérer du temps et pouvoir se concentrer sur des actions commerciales, notamment celles dont je te parlais tout à l'heure avec la mise en place d'un tunnel d'acquisition de nouveaux prospects. Et, euh, et c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et on va dire que ce cadre à la fois paradisiaque, parce que c'est vraiment paradisiaque, et d'entrepreneurs avec des ambitions similaires, est très, très, très fructueux en tout cas. Magnifique. Ça me donne envie, tu sais que en plus, normalement en septembre, je dois moi aussi me rendre à Bali. Donc on verra tout ça. Alors, ce ne sera pas pour y vivre, ce sera pour quelques jours, 10, 15, 20 jours, on verra. Mais effectivement, ça peut être très intéressant cet aspect d'une part lifestyle et d'autre part cohésion, communauté. Moi, le premier, je ne peux que confirmer, effectivement, on fait partie de certains masterminds en Europe ou aux États-Unis. Et effectivement, le fait d'être connecté à des entrepreneurs d'un autre niveau, d'un niveau similaire, mais dans cette même optique d'évolution ne peut que vous faire progresser, vous faire évoluer. Et je vous invite même, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez ou non déjà entrepreneur, que vous soyez ou non porteur de projet que vous êtes, on va dire, engagé dans cette démarche d'entrepreneur, vous devez vous entourer de personnes. C'est pour ça que même par exemple dans le consultant, même des gens qui démarrent de zéro, on a mis en place des masterminds où vous êtes par groupe de 5 personnes et vous pouvez évoluer. D'ailleurs, Arthur, est-ce que toi aussi, tu as pu faire partie d'un mastermind dans le consultant ou autre, ou échanger avec certains membres, auquel cas, est-ce que ça t'a aidé? Et ça me ferait plaisir de recevoir ton feedback en direct. Ouais, complètement. J'en ai fait partie du coup. C'était super enrichissant et malheureusement en fait la présence de chacun n'a pas duré et donc bah, on a un peu laissé couler. Donc ça demande vraiment à chaque membre d'être impliqué pour pouvoir vraiment tirer tout le profit de ces mini masterminds. C'est vraiment quelque chose de puissant et qu'on duplique nous aujourd'hui en physique parce que c'est vrai que ça fait sens et ça lève des problématiques sur lesquelles on pourrait passer parfois des heures en quelques minutes. Et c'est super intéressant d'avoir des feedbacks de personnes externes à notre activité et à notre quotidien pour pouvoir bah, justement avancer et continuer de faire grossir son entreprise. Tout à fait. Et donc, si on repose le cadre, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, tu lances ton activité, tu lances ton agence, tu n'as pas de grand diplôme, tu n'étais pas prédestiné à devenir entrepreneur. Aujourd'hui, du coup, tu génères entre 10 et 20 000 euros par mois avec ton agence, avec ton frère. Vous pouvez vivre absolument n'importe où dans le monde où vous le désirez. Vous êtes actuellement à Bali, vous avez 9 clients sur votre agence, une capacité de croissance, une volonté de recruter. Donc, on va dire que le shift entre la situation d'avant et la situation maintenant, il est plutôt considérable et très rapide, cette belle ascension, et bravo encore, félicitations pour ces résultats. Euh, Est-ce que il y a des points clés pour pouvoir atteindre ce type de résultats que tu as pu identifier, que tu aurais vraiment envie de pouvoir partager également à l'audience qui désirerait, qui est inspiré peut-être Arthur, et très clairement j'en suis persuadé par ton parcours, et qui se dit waouh, s'il a pu le faire, je peux le faire. Maintenant, bah, comment le faire? Ouais, complètement. Bah, après, c'est assez bateau, mais je dirais que déjà d'avoir l'intime conviction qu'on est capable, qu'on peut le faire, pour moi, c'est vraiment ce qui nous a permis d'avoir du résultat et le fait que quand c'est dur, essayer, ne pas prendre ça vraiment comme un échec, mais plus essayer de voir sous un autre angle la situation et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à tirer de ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à ne plus reproduire et de toujours prendre ce qui se passe comme étant de... Enfin, moi, je sais que je prends toujours ce qui se passe comme étant de ma faute et de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'ai bien fait pour éviter, on va dire, de toujours dire, bah, par exemple, c'est la faute à Facebook, c'est la faute à lui, c'est la faute à ça. De prendre, en fait, pour soi les situations et de se dire, bah,
pourquoi est-ce que je me suis mis dans cette situation-là, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à signer ce client-là, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à ça. Et ça permet vraiment d'avoir cette démarche, je pense, de se dire, OK, en fait, j'ai toujours à apprendre, je dois toujours évoluer, je dois constamment grandir, me former et me remettre en question pour atteindre du résultat et stabiliser le résultat. Parce qu'avoir du résultat, je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est très atteignable. C'est stabiliser le résultat et le faire grossir dans le temps qui demande justement cet investissement et cette prise de conscience, je pense, dans notre courbe d'apprentissage au quotidien. D'accord. Et outre du coup ces précieux conseils, est-ce qu'il y a un échec, un challenge ou un apprentissage, peut-être même plusieurs, auxquels tu as fait face et qui vraiment t'ont fait grandir? Je sais que bon nombre d'entrepreneurs souvent passent des paliers également lorsqu'il s'agit de faire face à des échecs ou des prises de conscience et se disent waouh, si j'avais su ça avant ou si je n'avais pas fait ça, il y aurait eu telle croissance, ou même si j'avais fait ça avant, ou si j'avais su ça, ça aurait pu faire ça. Est-ce que toi, il y a quelque chose ou plusieurs points sur lesquels c'est clairement, comment dirais-je, c'est plus qu'explicite et tu as envie de les partager? Ouais, complètement. Bah, comme j'expliquais tout à l'heure, on a eu en 2019 un impayé client de 15 000 euros. Et ça a été vraiment notre plus grand, notre plus gros échec entrepreneurial. Enfin, pas échec, mais le mur le plus grand auquel on a été confronté, parce qu'on a fait un bilan négatif du coup sur 2019 à cause de cet impayé-là. Et c'était vraiment émotionnellement et psychologiquement le plus dur échec qu'on ait pu vivre. Et au final, avec du recul, c'est vraiment celui qui nous a le plus appris. On s'est fait un peu. Bon, c'était des clients qui étaient plus âgés que nous, à qui on a fait confiance sur beaucoup de choses, qui nous promettaient monts et merveilles. Et bah, nous, jeunes entrepreneurs, on y croyait, on croyait en leur projet. Et en fait, on s'est impliqué à la limite plus que dans leur projet. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas du tout, c'était pas sain du moins. Ce qu'ils nous montraient n'était pas la vérité. Et si on avait su certains aspects de, de qui ils étaient avant, si on s'était pas fié à ce qu'ils nous montraient, mais plutôt à ce qui était visible entre les lignes, on va dire, je pense qu'on aurait pu l'identifier bien plus tôt et investir beaucoup moins de temps, d'énergie dans ce projet client en tout cas. Et par rapport à ce challenge-là, qu'est-ce qui aurait fait justement que tu aurais pu voir entre les lignes ou que tu aurais pu avoir plus de visibilité sur, et ne pas faire ces erreurs? Si par exemple quelqu'un est face à ce challenge et se dit, ce client est intéressant, mais j'ai quelques doutes, comment faire justement avec le recul pour ne pas se faire avoir? Je dirais qu'il faut se fier à ce qu'on voit dans le sens où nous, c'était des clients qui nous parlaient toujours de grandes choses, mais qui finalement n'avaient rien. Et en fait, c'était des rêveurs et nous, on s'est embarqué en fait dans leurs rêves. Et je dirais que ça passe aussi par. Enfin, il y a aussi des erreurs qui venaient de nous, à savoir que on a voulu mettre en place avec eux un système de rémunération à la performance. Donc, on commençait à s'impliquer limite plus que dans le projet. On passait des fois des semaines complètes sur leur projet sans avoir une seule rémunération directe, on va dire, sur ce qu'on était en train de mettre en place. Et donc, on s'est trop approprié le projet. On a trop fait de cette entreprise notre entreprise, entre guillemets. Et du coup, ça a été super mauvais. On a également mal éduqué mal éduqué, je dirais, ce client-là. Hmm. Ils n'avaient aucune notion de e-commerce. Ils ont fait un site parce que on leur a dit qu'un site, c'était bien. Mais ils n'avaient aucune notion particulière de comment ça fonctionne. Et donc, c'est vrai que ça nous a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, je sais que c'est une erreur qu'on ne referait plus ou peut-être qu'on ferait différemment. Mais ça a vraiment été une grosse leçon et une grosse prise de conscience sur les relations qu'on veut entretenir ou non avec nos clients. Ça, c'est un très très bel apprentissage. Nous-mêmes, on l'a vécu avec un client une fois à l'époque, avec notre agence qu'on a créée en 2017. C'est que quand tu es dans un business agence, business model agence ou prestation, ce qui plus est payé à la performance, bah, tu as vraiment envie de prouver, de montrer et du coup, tu te retrouves des fois dans un schéma où tu vas travailler plus encore que l'entrepreneur qui gère le business. Donc, tu développes le business des autres à leur place sans rémunération et c'est très, très malsain et effectivement, on peut se retrouver dans un conflit d'intérêts de ce type
pour au final avoir l'impression de s'être fait avoir. Et nous, on a même, par exemple, une fois eu une personne, effectivement, on a bossé plus d'une année avec cette personne, ça a été très rémunérateur, on a gagné des grosses sommes d'argent, certes, mais au final, aujourd'hui, on ne bosse plus avec. Cette personne dispose d'un business florissant qui a de la belle croissance et nous ne sommes plus rémunérés car le contrat n'est plus en vigueur. Donc, c'est important justement de réussir à équilibrer la chose pour pouvoir être perçu à sa juste valeur. On continue pendant le deal, mais aussi que les choses perdurent en termes de rémunération ou tout du moins de reconnaissance. Et c'est très intéressant et j'espère que vous donnez de la valeur au conseil que vient de nous partager Arthur. Et j'imagine que ça vous a vraiment fait grandir aussi en tant qu'entrepreneur de faire face à ce challenge. J'ai une dernière question pour toi. Aujourd'hui, quels sont vos, avec ton associé, ton frère, vos perspectives d'avenir sur l'année ou les années à venir avec l'agence ou vous en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur? Je dirais qu'on a vraiment envie de développer l'agence à très grande échelle. On souhaiterait se positionner comme étant la meilleure agence d'annonces publicitaires en France à destination des e-commerçants. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais on souhaite également développer des offres complémentaires. Donc par exemple un aspect formation pour les gens qui souhaitent se former au e-commerce, à la publicité en ligne. Proposer également à des clients des offres complémentaires à ce qu'on leur propose actuellement et monter une équipe solide, je dirais, sur l'année. Ça va vraiment être l'objectif de monter une équipe de personnes qui nous ressemblent, qui sont en phase avec nos valeurs et notre vision et qui sont prêts à apprendre et à travailler de la meilleure façon qui soit. Génial. Et comment tu vas t'y prendre si tu aurais un petit plan d'action là en deux, trois étapes pour pouvoir trouver ces personnes, apporter la croissance? Bah, je suis en pleine réflexion justement sur comment je vais trouver ces personnes-là. J'ai créé un processus de recrutement donc, sur lequel je vais poser différentes questions à ces personnes-là pour préqualifier les personnes que j'aurai au téléphone et économiser du temps du coup en voyant ceux qui sont potentiellement ou pas intéressants. Maintenant, je ne sais pas encore comment on va s'y prendre pardon, pour faire remplir ce formulaire. Je pense utiliser LinkedIn peut-être, les annonces, les sites d'annonces d'emploi, des groupes Facebook, des choses comme ça, mais ça reste encore assez flou. Peut-être même, pourquoi pas, essayer de la publicité à terme, si ça peut bien fonctionner, ça pourrait être intéressant, un petit peu comme on chercherait un prospect, on pourrait potentiellement dénicher un profil intéressant au travers d'actions publicitaires, mais ça reste encore flou. Mais dans tous les cas, une fois qu'on aura cette première recrue, en gros, l'idée, c'est vraiment de la former, de lui faire comprendre les processus qu'on a créés dans notre agence, parce que c'est vraiment ce qui a fait la différence, en fait, c'est d'avoir des processus dans notre agence, de plus mettre des prix au hasard, de savoir pourquoi on met les prix, de savoir les actions qui sont à mettre en place, quelles actions sont à déléguer, etc. Et donc, je dirais que cette année, elle va vraiment être orientée autour de la création et de l'optimisation de nos processus, tout en ayant la mise en place d'un processus d'acquisition, un processus qui nous permet d'apporter du résultat à l'ensemble de nos clients et un processus également pour trouver des talents. Et je pense que c'est vraiment une fois qu'on aura ces trois processus-là qu'on pourra viser le sommet en fait avec notre agence tout simplement. Magnifique. Dernier point, si du coup quelqu'un désire te retrouver sur Internet, que ce soit pour travailler avec vous ou même pour faire partie de l'aventure Jungle Agency, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as un réseau social particulier que tu as envie de nous partager ici? Et ensuite, si tu as un mot de la fin, eh ben, écoute, je te laisserai l'honneur de nous dire le mot de la fin. Merci encore pour cette superbe interview. Complètement, donc je suis disponible sur LinkedIn, donc tout simplement Arthur Rivière. On a également un site internet, donc jungleagency.fr, où on peut nous retrouver et nous contacter tout simplement. Et au niveau du mot de la fin, merci à toi pour cette interview, c'était super intéressant et je pense que ce qu'il faut vraiment faire quand on souhaite se lancer, c'est de pas trop se poser de questions, y aller et chercher ce qui nous fait vibrer au fond de nous parce que c'est important d'avoir une forme d'alignement avec ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir apporter justement du résultat à nos clients et savoir pourquoi on le fait, ça fait toujours, enfin, je sais que moi, d'être aligné avec mon activité, ça fait beaucoup sens chez moi. Donc, ça pourrait également peut-être le faire chez vous.
Tout à fait, 100%. Bah écoute Arthur, un grand merci pour ton temps, pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu, mais j'en suis persuadé que vous avez pris des notes car il y a eu énormément de pépites et de valeurs qui ont été partagées ici. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et Arthur, du coup, que ce soit pour toi, pour ton frère, pour Jungle Agency, je te souhaite le meilleur, un bon développement. Continue comme ça et je te dis à très bientôt peut-être dans l'un de nos événements ou même d'ici une année pour une nouvelle interview où tu nous partageras le million de chiffres d'affaires que vous avez passé ou les paliers que vous avez franchis. Complètement top. Merci Alec. À bientôt. À bientôt.